Bonjour vous autres! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. On est le samedi 1er novembre et on commence un tout nouveau vlog un peu tard dans la journée, un peu tardivement dans la semaine. C'était une drôle de semaine la semaine dernière avec 2 lectures simplement. Tout simplement, c'est rare que je lise si peu. J'avais d'autres choses en parallèle à vivre et à gérer. Cette semaine, ben, je vais poursuivre encore ma lecture. Mon exploration des romans policiers qui impliquent une enquête qui est faite par un journaliste parce qu'il faut vraiment que je boucle un peu mon travail là-dessus pour un projet, pour le boulot. Et je pense que je vais me glisser tout de suite le premier tome d'un livre dont j'ai lu le deuxième tome sans vraiment réaliser que c'était un deuxième tome la semaine dernière, c'est-à-dire le livre Fleurs de cadavres d'Anne Mette Hancock. Je crois que je vais me le glisser cette semaine, potentiellement en livre audio, peut-être, je vais peut-être le lire en anglais, donc c'est de The Corpse Flower. Oui, The Corpse Flowers, je pense. Donc, je sens d'écouter en livre audio. À moins vraiment que je me tanne et que je fasse autre chose, là, mais je crois que je vais le faire parce que c'est vraiment une série qui met en scène deux acolytes un peu moins typiques. Donc, une journaliste qui s'appelle Héloïse Caldan et un inspecteur qui s'appelle Éric Schaffer et qui vont travailler un peu, c'est des amis dans la vie, ils vont travailler chacun sur leurs choses puis leur disons que leur chemin va se croiser assez fréquemment au quotidien. Et donc, ça va toujours être une enquête qui est un peu à quatre mains, mais ce qui n'est pas formalisé à quatre mains. Donc, on n'est pas nécessairement dans une collaboration officielle, c'est toujours dans le officieux. Puis c'est sûr que la police est toujours, Schaffer est toujours un peu sur ses gardes parce qu'il est bien conscient qu'il ne peut pas non plus se permettre de partager des informations qui sont, dans le fond, qui ne devraient pas aller entre les mains des journalistes. Donc, j'ai vraiment beaucoup énormément, en fait, aimé l'écriture d'Anne Mette Hancock, que j'avais découverte, en fait, sur la page de Triple L de Mag. Et ben c'est ça. En fond, je vais poursuivre ma découverte de ces titres. C'est son premier que je vais lire là, que j'ai clairement été en fait divulgaché par celui que j'ai lu la semaine dernière, mais c'est la vie. Je veux savoir si je décide de l'inclure dans mes projets de boulot. Est-ce que j'ose mettre le deuxième sans qu'on ait mis le premier? Ou je prends le premier, même si c'est plus compliqué pour moi de l'obtenir. Donc, je vais voir. C'est mon test. Sinon, pour le reste, ben, ça va être des lectures assez spontanées. Je vais y aller au feeling, puis je vais vous tenir au courant. En espérant cette semaine, j'aurai un peu plus de lectures à vous proposer. Mais bon, on fait qu'est-ce qu'on peut. Alors, voilà, c'était juste pour ben, ouvrir ce vlog, en fait, débuter ce vlog-là avec vous, avec une luminosité qui est vraiment pas top. Je suis vraiment désolée, mais c'est la fin de la journée. Alors, ben, sans plus tarder, allez, on se lance le tout. Et bonjour aux autres. Alors, on est le lundi 3 novembre, lendemain d'élection municipale, un peu mouvementé. Peu de dodo, mais bon, c'est la vie, hein? Il faut que la vie suive son cours. Alors, écoutez, ben finalement, je vous ai pas repris depuis que j'ai lancé le vlog samedi, mais j'ai comme décidé de faire ce que je m'étais dit que j'allais oser, c'est-à-dire lire le tome 1 de la série Caldan et Schaffer, donc de Anne Mette Hancock, et qui s'appelle en fait Fleurs de cadavres ou The Corpse Flower. Et ben je l'ai commencé, puis je l'ai comme complètement dégommé hier, en fait, en livre audio. C'est assez prenant. Alors, avant que je l'ai terminé, je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire ce qu'il en était. Donc, je l'écoute en livre audio. Donc, en anglais, malheureusement, mais bon, quand même. Et je vais vous lire la quatrième de couverture de l'édition française qui me semble relativement correcte dans le sens que je pense pas que ça divulgage trop de choses. Puisqu'on me prive de ta présence, Héloïse, donne-moi au moins par tes mots la douce essence de ton être. Ces mots concluent les lettres qu'Héloïse Caldan, journaliste à Copenhague, reçoit régulièrement depuis quelque temps. Postées de France, elles sont signées d'une certaine Anna Kiel. Héloïse n'a aucun lien avec cette femme. Pourquoi celle-ci s'obstine-t-elle à lui écrire? Que cherche-t-elle à lui dire? 3 ans plus tôt, Anna Kiel a égorgé un avocat de 37 ans. En cherchant à comprendre le mobile de ce meurtre, Héloïse rouvre sans le savoir une page d'un passé qu'elle croyait définitivement tournée. Alors, ma foi, je suis complètement prise par ce roman-là. Même si je ne l'ai pas terminé, j'ai l'impression que ça va peut-être être mon préféré dans la série. Donc, alors que j'avais vraiment adoré Trompe-l'œil, donc The Collector, le tome 2.
Et en effet, c'est le début de la, entre guillemets, relation, collaboration entre Héloïse, la journaliste, et Éric Schaffer, l'inspecteur. Donc, dans ce volume-ci, en fait, ils ne se connaissent pas, à part que Héloïse va tomber sur le nom de cet inspecteur-là quand elle est en train de faire des recherches, justement, sur la fameuse Anna Keel, parce que c'est lui qui s'était occupé de l'enquête à l'époque pour le meurtre commis. Et c'est super intéressant. On retrouve tout d'abord quand même une bonne partie de la vie de journaliste plus là-dedans. Donc, ça commence quand même alors que Héloïse est en potentielle instance de suspension parce que elle a basé un article sur une source, des documents qu'une source lui a fournis, une source qui s'avère être quelqu'un de très proche d'elle personnellement et qui malheureusement ces documents-là se sont avérés être des faux. Et ben, comme cette source-là, elle a été utilisée plusieurs fois dans le passé par la journaliste sans problème, ben, cette fois-ci, elle n'avait peut-être pas fait assez de double vérification et malheureusement, ça s'est avéré être faux, ce qui fait que c'était vraiment problématique pour le journal. Puis ben, elle, en fait, c'est vraiment pas quelque chose. Absolument, c'est comme une journaliste qui est très rigoureuse. Elle écrit habituellement dans la section des finances ou de l'économie. Donc, ça va de soi. Donc, elle est un peu là-dedans. On la retrouve vraiment dans une espèce de pas de déprime, mais de choc, de trouble, autant au niveau de la vie professionnelle que personnelle. Quelqu'un qui essaie de rentrer dans sa vie, entre guillemets, qu'elle aime bien, mais elle ne sait pas trop comment se positionner. Et à travers tout ça, va recevoir ces fameuses lettres-là d'Anna Keel qui l'interpelle personnellement, qui semble vouloir qu'elle se mêle volontairement à cette histoire-là, alors que l'enquête a déjà été conclue par la police. En fait, cette Anna Keel, là, est en cavale, en effet. On ne la retrouve plus depuis la condamnation. Et il y a aussi eu des articles qui ont été faits à l'époque sur ce meurtre-là. Mais bon, les lettres que Héloïse reçoit semblent vraiment lui dire, ben oui, mais on vraiment pousse plus loin et tout. Puis là, plus ça va, puis plus Héloïse va essayer de mettre les morceaux du casse-tête ensemble, puis plus clairement, dès le départ, on va tomber dans une situation où, oui, ça semble dangereux, comme quand on travaille avec des sources anonymes, comme quand on se fie sur des lettres qui nous sont envoyées comme là, sans trop exactement savoir l'ampleur peut-être ou la place de cette invitation à participation-là dans le grand puzzle, en fait, de l'intrigue. C'est vraiment prenant. Dans ce tome-ci, on arrive dans l'action dès le départ parce que comme on commence alors que Héloïse est en instance de suspension par rapport à son article et qu'elle reçoit assez rapidement la première lettre d'Anna Keel, on tombe vraiment en mode action et c'est encore une fois la formule de point de vue multiple. Je crois qu'il va y avoir toujours point de vue... bien évidemment, Héloïse puis Schaffer, mais il me semble qu'il y a quand même un autre point de vue qui est là aussi. Je ne suis pas certaine, mais il me semble qu'il y a eu un troisième. Court chapitre. Vraiment, en tout cas, si j'avais commencé par ce livre-là, c'est sûr que j'aurais voulu lire le deuxième. Jusqu'à maintenant, ça confirme vraiment mon appréciation de la plume de cette autrice-là, que je suis tellement contente de finalement avoir découvert. Je pense que ce livre-là va convenir en plus à mon projet, donc raison de plus, mais c'est juste en fait, même si ça n'avait pas convenu, comme lectrice, c'est juste excellent. Genre, je suis complètement subjuguée. Donc, c'est quand même des histoires qui sont courtes. La seule chose que je dirais peut-être qui fait que c'est peut-être pas un coup de cœur de la mort dans le sens où c'est tellement bon, mais en même temps, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi t'en as pas mis plus? Parce que c'est super habile, puis je crois qu'il y aurait eu de la place pour en avoir un peu plus épais dans l'intrigue. Mais c'est pas parce que c'est en surface, c'est juste que les choses vont quand même assez vite. Cela dit, c'est quand même Fleur de cadavre de Corpse Flower, c'est quand même le premier roman de l'autrice. Donc, en fin de compte, bon, des fois, pour les gens, les premiers romans, c'est des grosses briques. Elle, dans son cas, c'est pas une grosse brique, justement, c'est encore plus un défi. J'applaudis en plus l'audace d'avoir fait un roman court et que ce soit aussi bien ficelé. Ben, court, là, je veux dire, pour un thriller, là, je pense que c'est comme 375 pages, c'est pas très long. Mais ben c'est ça, c'est juste égoïstement comme lectrice, je me dis juste comme, j'en aurais peut-être pris plus, mais c'est pas un défaut du texte. Donc, écoutez, j'en suis déjà rendue à, il me semble qu'il me reste peut-être 40% à écouter. C'est un très court roman, livre audio, là, ça fait 8 heures. Donc, j'ai dégommé ça hier dans les transports en faisant d'autres choses. Puis clairement, à moins qu'il y ait d'autres choses aujourd'hui qui se passent, mais
potentiellement, je vais terminer aujourd'hui. Donc, ben voilà. Voilà où j'en suis. Voilà mon petit update. Ben, je vous tiens au courant pour la suite de la semaine. Mais jusqu'à maintenant, ça commence bien. À tantôt. Hey, bonjour. Alors, on est toujours le lundi 3 novembre, fin de journée, donc en fait, automne, heure normale, donc pas de luminosité. Alors, on va commencer la saison de l'éclairage artificiel. Il va falloir que je me rajuste, là, voir pour que je redevienne meilleure. Donc, j'ai terminé Fleur de cadavre. Et ça se termine pas! Ok, fait que dans le fond, c'est vraiment le style de l'autrice. Ça se termine, mais c'est vraiment une autrice qui fait confiance au lecteur. Donc, c'est des fins ouvertes dans les deux cas. Tome 1, tome 2, c'est des fins ouvertes. C'est pas des fins ouvertes qui nous laissent mystifier, mais c'est des fins ouvertes qui nous laissent imaginer la suite des choses. Mon opinion concernant ce livre-là et l'autrice en tant que telle n'a pas changé. C'est une plume vraiment habile, intéressante. Clairement, la création des personnages, c'est une de ses forces, des personnages auxquels on croit, des personnages vraiment complexes, des personnages dérangeants dans le sens où c'est pas des personnages lisses, c'est pas des personnages qui sont dans un spectre ou l'autre du bien ou du mal. C'est des personnages qui ont des secrets, c'est des personnages sur lesquels on n'apprend pas tout d'un coup. Donc ça, c'est vraiment sa force. Après, pour l'intrigue, c'est intéressant aussi. Comme je vous disais, on multiplie les points de vue. Et en effet, il y a bien 3 points de vue. On multiplie les points de vue et je vous dirais que le journalisme d'investigation prend plus de place dans celui-là. Donc, comme j'avais pressenti, donc je vous confirme que c'est le cas. On va quand même rester vraiment plus avec Héloïse pour un bon bout. Tout simplement parce que, ben, c'est ça. Je peux pas vous en dire plus. Donc, tout simplement parce que. Donc, le contexte fait en sorte qu'on va suivre plus Héloïse. Et traumavertissement quand même. Donc, des sujets qui sont très durs sont abordés avec certaines descriptions. Je vous dirais des descriptions qui sont sans détour, mais pas nécessairement insistantes, mais sans détour. Donc, quand même un peu cru, d'actes criminels, d'actes violents. Et, mais bon, ça fonctionne avec l'intrigue, mais juste vous dire quand même, ça m'a quand même un peu troublé, mais je pense que ça reste toujours justement, même ça, c'est une des forces aussi de l'autrice, je crois, c'est qu'elle a peut-être pas peur d'aborder ces sujets-là, mais elle est capable de doser correctement jusqu'à quel point elle peut pousser pour le lecteur, pour le rendre inconfortable, tout en étant clair, tout en étant clair concernant dans ce cas-ci, en tout cas, où se situent les actes criminels dans le spectre du bien ou du mal. Donc, on n'est pas là pour encenser quoi que ce soit, bien entendu.
Vraiment bien faite. Donc, une écriture vraiment intéressante. Encore une fois, un rythme qui est intéressant. Le rythme change, par contre, après que je vous ai parlé. Le rythme change parce que, veut pas, on va moins changer de narrateur. On va rester plus longtemps avec les mêmes points de vue. Et on va s'en aller dans quelque chose qui est beaucoup plus personnel, révélation un peu, investigation, mais vraiment plus comme quête, en fait, quête sur quête humaine, ou disons inhumaine, on va dire ça comme ça dans ce cas-ci, malheureusement. Donc, on délaisse un peu le côté enquête ou le côté haletant dans lequel Héloïse, en tout cas, au moins à partir dès le début jusqu'au moins peut-être dépasser la moitié du livre, va se mettre vraiment les pieds dans les traces de personnes qu'il ne faudrait pas qu'elle suive. Après ça, on va tomber vraiment dans quelque chose où l'espèce d'engrenage dans lequel elle s'est mise est comme un peu en suspens, entre guillemets, et comme un genre d'équilibre, entre guillemets, qui se crée temporairement et ça nous permet, elle, ça lui permet d'avancer, ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus. Il y a peut-être ça un peu que j'ai trouvé, il y a peut-être ça que j'ai trouvé un peu moins plausible, dans le sens où, puis là, ben, ça va être dur pour moi d'être clair parce que sinon je vais vous divulgacher, mais dans le sens où certaines parties de l'intrigue impliquent certains types de personnes, comment on pourrait dire, des gens qui fonctionnent d'une certaine façon, qui sont des gens avec qui, en général, la négociation n'est pas possible, qui habituellement s'enfargent pas dans les fleurs de ce qui se fait et de ce qui se fait pas et malheureusement n'ont pas un très grand respect pour la vie humaine. Donc, ça implique ce type de personnes-là. Puis j'ai l'impression que peut-être que vers la fin, pour essayer de donner une chance un peu à l'histoire d'avancer, puis au lecteur qu'on en apprenne un peu plus, puis à l'héroïne de vivre un peu ce moment-là qui va plus loin que l'intrigue. Je sais pas comment vous en parler parce que sinon ça vous divulgage. J'ai quand même l'impression qu'on a un peu... Je suis pas sûre que c'est pas tout à fait vraisemblable. Dans le sens que c'est quelque chose, disons qu'on vit d'espoir. Disons que c'est un peu jovialiste dans certains cas, dans le sens que je suis pas trop certaine que ça aurait pu vraiment tenir comme ça, mais c'est pas parce qu'on est vraiment pas dans le genre le hollywoodien, tout va bien, c'est pas ça. Juste, il y a peut-être des choses qui tombent bien au bon moment, mais sinon, ça reste quand même quelque chose qui est terrible, puis c'est quand même des choses qui ont un cours inexorable, sur lequel on sent qu'on n'a pas complètement le contrôle. Puis c'est ce qui est troublant aussi parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas totalement le contrôle non plus dans notre société actuelle, la société non fictive. Alors, voilà, donc, bonne lecture. Et bon, ben écoutez, je pense que ça va peut-être faire le projet, justement, dont je vous parle à demi-mot. Ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir un peu ralentir sur les policiers impliquant des journalistes. J'aime beaucoup ça, mais là, je commence à en avoir un peu quand même là-bas. Et sinon, ben là, vous allez avoir vu quelques petites images, mais j'ai décidé de faire plein de choses, en fait, pour l'Avent, le calendrier de l'Avent. Je suis encore dans cette phase-là, là, ça, j'aime bien ça. J'ai plein de calendriers de l'Avent pour cette année. J'en ai un qui je me suis fait plaisir, que je ne vous ai pas montré encore, qui est un calendrier de l'Avent de mini casse-tête et que je vais vous montrer quand on va arriver au 1er décembre. Puis ça, c'était vraiment un cadeau de moi à moi parce que c'est quelque chose qui est assez cher, mais j'avais vraiment envie. C'est quelque chose que je sais que je vais pouvoir refaire parce que c'est des illustrations qui me plaisent et tout ça. Donc, j'ai ça déjà. J'avais mon autre livre qui est ici, je pense, là, d'Alex T. Smith, qui était Winston, je pense. C'est une souris, je pense, qui a sauvé Noël dans le premier. Puis là, elle revient, puis on ne sait pas si ça va arriver à temps pour Noël. Bon. Puis c'est encore un chapitre par jour, donc ça, je trouve ça chouette. Et là, ben là, comme vous avez pu voir, ce que j'ai fait, c'est que je vous voyez, il y a un genre de vide ici. Avant, c'était plein. C'est là que je mets absolument tous les albums que je m'achète en me disant je vais les lire, puis que finalement, même si c'est pas long, je finis par pas les lire. Pas parce qu'ils me tentent pas, parce que je prends jamais le temps de m'asseoir puis de les lire. Puis là, ben, je me suis dit, ben, je sais pas combien j'en ai. Et en fait, j'en avais 24. Donc là, je me suis dit, ben, 24. Donc, j'ai décidé de me faire moi-même mon propre calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pris tous les albums qui étaient là et je les ai emballés et j'ai mis des numéros dessus. Comme c'est des albums que j'ai achetés, il y en a que ça doit faire peut-être même 2 ans qu'ils sont là, ça fait vraiment un bout. J'ai pas acheté 24 albums soudainement dans les dernières semaines.
Il y en avait dont je me souvenais moyen, d'autres oui. Puis il y avait des formes relativement similaires, sauf quelques exceptions. Donc je me disais, c'est pas pire parce que en les aballant vite, en y portant pas trop attention, en faisant d'autres choses en même temps, j'ai fini mon livre audio en même temps, je risque de pas me souvenir vraiment quel livre est sous quel emballage. Et ben c'est ça. Donc je vais ouvrir un livre à chaque jour et je vais le lire et ça va me permettre de l'avoir lu, savoir si j'ai aimé ça ou pas, puis savoir si je le garde ou pas. Donc en plus, c'est un jeu de réduction de piles à lire, hein? Win-win. Donc je me suis auto-fait un calendrier avec mes livres. C'est faisable, je trouve, avec des albums jeunesse parce que bon, c'est pas très long à lire. Puis je trouvais que c'est une belle façon, en fait, parce que réalistement, du 1er au 24 décembre, souvent on est occupé. Il y a des gens qui vont se faire, de se dire, bon, les pièges à lire, est-ce que je vais vraiment faire le Cold Winter Challenge? Je ne sais pas. Mon Pumpkin Autumn Challenge, j'y étais encore là, puis je ne l'ai pas fait avancer. Donc je me suis dit, cette année, est-ce que dans le fond, j'aurais pas nécessairement le temps de lire tant que ça, mais je me dis au moins si je lis mon chapitre, un album, puis mon petit mini casse-tête, ça va me faire un petit rituel pour la vente. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça impliquait pas de dépenses. En plus, j'ai cherché pour trouver des emballages. Ah, j'avais vraiment l'envie que ce soit des genres de pochettes décoratives, mais pour les formats que j'avais, c'était compliqué, je trouvais pas. Là, finalement, j'ai regardé, puis il me restait vraiment du papier craft à la maison, puis des emballages des fêtes que j'avais depuis longtemps. Donc, ça va être ça. Et puis, ben, c'est ça, là, je l'ai caché. La seule chose que j'aimerais, c'est peut-être avoir une espèce de petit panier dans lequel ça rentre pour que je puisse les mettre, mon calendrier de l'Avent, parce qu'en ce moment, c'est dans un sac réutilisable d'épicerie. Mais bon, si jamais c'est juste ça, je le ferai. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait finalement aujourd'hui. Puis, ben, c'est tout. Là, je vais être rendue à me choisir une nouvelle lecture. J'ai vu que j'allais recevoir un livre en précommande, que j'avais précommandé, que je vais sans doute recevoir cette semaine. J'aurais aimé l'écouter en livre audio. Je l'ai, il est disponible sur Nextory. Puis ça me permettrait de lire à son arrivée. Puis c'est un livre audio qui est étrangement pas trop long, alors qu'habituellement, pour cet auteur-là, c'est des grosses briques. Mais ce que je comprends, c'est que ce livre-là, c'est un livre qui, cette fois-ci, n'est pas une grosse brique. Je vous dirai pas c'est qui. Parce qu'à mon avis, je vais le recevoir cette semaine. Habituellement, c'est assez rapide. Donc, il y a peut-être celui-là. Donc là, si j'écoute ça sur Nextory, il faut que je regarde un peu, faire attention à ce que je prends pour mon nombre d'heures. Mais sinon, ben, c'est ça. Je vais voir je vais y aller avec ce que j'ai envie de lire, vu que là, ça fait plusieurs semaines que je m'immerge dans le monde des romans policiers avec des journalistes à la barre. Et comme je vous disais, j'aime ça, mais là, je pense que ce serait bien que je change un peu de genre quand même. Ça se peut que je me laisse tenter aussi, ça me revient. Il y a plein de calendriers de l'Avent, de romans de l'Avent qui sont sortis. Puis bon, ben, au Québec, on ne les reçoit jamais à temps parce que c'est des romans européens. Il y en a un qui est sorti québécois, mais il me tente un peu moins. Les auteurs, c'est moins mon genre. Mais il y en avait plein qui me tentaient au niveau européen, mais c'est juste qu'on va les recevoir comme il y en a un qui me tente. Comme premièrement, je pense le nouveau Cozy Christmas de Karine Pitocchi, on le reçoit le 5 décembre techniquement. Donc des gens partant, on le reçoit alors qu'il est trop tard. Et il y en a un autre que j'aurais vraiment aimé avoir en papier, mais il est seulement disponible en livre numérique. C'est le nouveau livre d'Arabella Grimm, qui est un nom de plume pour Ingrid Desjours. Puis ça a l'air vraiment intéressant, puis ça a l'air cool. Puis il y a des booktubers que je suis qui l'ont lu en avance, puis c'est des booktubers avec qui je fais confiance. Puis je me dis, ah, ça serait cool. Donc, c'est sûr que là, je peux pas non plus avoir trop de choses à lire à chaque jour, mais en même temps, je me dis, bof, c'est un peu problème rendu là. Donc, je vais peut-être quand même m'acheter le Karine Pitocchi, mais ça, c'est pas un roman de l'Avent, c'est juste que c'est une romance de Noël, donc peut-être que celui-là, je vais quand même attendre au 5 décembre puis me l'acheter. Mais c'est possible que j'aille aussi le Arabella Grimm, je vous mettrai la couverture ici, dans le fond, en livre numérique peut-être. Puis si jamais il arrive éventuellement en papier, ben si j'ai assez aimé ça, je verrai. Donc voilà, c'est mes plans un peu. Puis là, je sais que j'ai l'air un peu bizarre avec Noël. Mais finalement, j'aime beaucoup l'Halloween, mais je suis quand même plus peut-être une fille ben, comme j'aime beaucoup l'hiver. J'aime beaucoup l'hiver, j'aime beaucoup Noël. Mais j'aime Noël pour les rituels, pas Noël pour la musique du temps des fêtes qui vient de commencer, pauvre personne, dans les centres d'achat jusqu'au 24 décembre. Ça me manque pas tant que ça. Mais tout ce qui est rituel puis préparation, je trouve ça trop chouette. Fait que voilà. C'est pour ça que je vous en ai parlé puis que j'ai pas été capable de m'empêcher de vous donner ça comme info. Bon, j'arrête de jaser. Puis ben, je vous reprends quand je peux. C'est-à-dire éventuellement cette semaine, mais demain, techniquement, je retourne au boulot. Et pas techniquement, demain, je retourne au boulot. Ça va encore être une semaine occupée, donc on verra bien. Alors, ben voilà, à tout de suite.
Et bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 5 novembre et ben, je vous prends avant de commencer ma journée parce que ben, finalement, le changement d'heure fait que il fait clair le matin. Je vais profiter de la luminosité, je ne peux pas la laisser partir comme ça. D'abord, pour vous dire que j'ai finalement enchaîné avec une nouvelle lecture. Je pensais à m'en aller dans quelque chose de complètement différent de ce que je lis depuis 3 semaines, de des romans policiers glaçants, un peu thriller sordide. Mais finalement, j'ai décidé de me rabattre sur le 3e tome de la série des Washington Post de M.W. Craven. Et ben, finalement, je le lis en français. J'ai pas vraiment eu accès à la version en anglais, mais ça se passe bien. Donc, ça s'appelle Le Guérisseur. Et je l'ai en numérique, mais je l'écoute aussi en livre audio. La version audio française est correcte, mais c'est pas... Je vais pas nécessairement vous en faire vraiment l'apologie. Voilà. Donc, comme c'est un tome 3, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses à part le fait que, pour rappel, la série des Washington Post, c'est l'histoire d'un inspecteur qui travaille pour le SCIS. Ben, en fait, ça, c'est l'équivalent français, là, mais dans le fond, pour la division des crimes violents, je pense. Il me semble que c'est ça en Angleterre. Et qui est un espèce d'inspecteur doué, mais un peu bourru, un peu solitaire. Vraiment le classique du grumpy rebelle qui aime pas, qui est pour la justice, pour respecter des procédures qui vont faire en sorte que la justice puisse être appliquée. Mais que si ça prend un petit peu de, disons, créativité légale, entre guillemets, pour y arriver, il n'est pas contre ça non plus. Puis, ben, il y a vraiment un caractère de schnout, comme assez typiquement, souvent les inspecteurs dans les romans policiers. Puis, il n'y a pas vraiment de capable de supporter son caractère, mais en même temps, il est vraiment bon. Et sa route va croiser une analyste assez singulière qui s'appelle Tilly, qui s'appelle Mathilda, mais qui veut qu'on l'appelle Tilly, et qui est une analyste qui a... ben, son cerveau est un cerveau neuroatypique et qui, depuis longtemps, s'est lancé dans tout ce qui est analyse de données, même programme mathématique, analyse de données, programme pour bien décoder tout ça. Puis, elle s'est lancée là-dedans quand elle était très jeune. Elle a eu ses diplômes vraiment tôt parce qu'elle avait vraiment comme une intelligence un petit peu hors de la norme. Et ben voilà, elle est super bonne dans son domaine, mais bien entendu, ben comme elle était vraiment dans une espèce de tunnel académique et tout ça, ben puis qu'en plus elle a un cerveau qui fonctionne de façon neuroatypique, elle a un peu, disons que les codes sociaux, c'est pas sa force. Donc, ces deux-là vont se croiser. Elle apprend tout au premier degré. Washington Post, c'est vraiment la personne qui est genre à faire un peu aussi des remarques que lui sait qu'il est en 2e degré, mais que, ben voilà. Donc, a priori, ils ont tout pour ne pas s'entendre. Mais après, des débuts un peu houleux de la part de ce duo-là qui va s'être finalement ramassé ensemble dans le premier tome pour des raisons vraiment juste de besoin de l'enquête, ben ils vont devenir un peu inséparables. Washington Post va vraiment s'attacher parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'en effet, elle se fait quand même beaucoup harceler au sein de l'équipe. Puis ben elle, en fait, elle décode pas nécessairement ça. Ben, en fait, oui, elle est capable de voir que les gens font faire des actions contre elle, mais c'est pour elle, si ça va pas l'atteindre de la même façon, par exemple, que nous, ça peut nous atteindre. Puis lui, ben, quand il voit ça, ben, il finit par vraiment voir la valeur de cette personne-là telle qu'elle est, avec sa façon de fonctionner. Autant que lui, sa façon de fonctionner à lui, elle est peut-être neurotypique, mais elle est quand même particulière et tout. Donc, je pense qu'il perçoit vraiment un peu cette parenté-là pour eux autres, c'est que c'est deux êtres singuliers en dehors de la neuroatypie ou de la neurotypie. Et ben, en fait, il va se créer un lien entre eux deux. Puis ben, les deux ensemble, évidemment, le pouvoir de déduction, le côté un peu terrain de Washington Post, ça va aider. Le côté analytique de Tilly va vraiment, vraiment donner un coup de main à Washington Post. Et dans les deux cas, ils vont déteindre un peu un sur l'autre. Donc, c'est sûr que Tilly va finir par... Washington Post va réussir un peu à la sortir un peu de sa coquille. Évidemment, elle ne va pas devenir quelqu'un d'autre, mais je veux dire, elle va réussir à la sortir un peu de ça, à la faire aller un peu sur le terrain, à la faire sortir un peu de ses craintes, mais elle va toujours rester, évidemment, là pour son expertise qui est plus technique. Finalement, c'est une grande introduction. Mais bref, c'est ça. Donc, on est là-dedans. Dans Le Guérisseur, c'est un cas qui s'annonce assez sordide, qui commence un peu raide d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un cas sur lequel Washington Post et Tilly vont se retrouver, qui est un cas que 3 crimes différents
ont été commis. Puis en fait, on se rend compte rapidement que la chose qu'ils ont en commun, c'est que les crimes, c'est qu'on va retrouver à des endroits un peu random, des endroits qui n'ont absolument aucun rapport avec le crime, en tout cas, a priori, 2 doigts de personnes. Et éventuellement, on va comprendre que les doigts de ces personnes-là étaient attachés à quelqu'un qui a été assassiné. Donc, évidemment que là, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en commun et tout. Puis là, c'est là que Washington Post et TV vont entrer en ligne de compte. C'est sordide quand je dis, c'est parce que ça commence quand même avec... Il y a différents points de vue. On va avoir le point de vue de l'enquête, mais on a le point de vue ponctuellement de la personne en tant que telle qui semble commettre tout ça. Donc, on n'en a pas beaucoup de saupoudrés, mais on en a un peu quand même. Donc, attention peut-être aux âmes sensibles, mais c'est pas... Jusqu'à maintenant, c'est assez ponctuel. M.W. Craven, absolument, une écriture assez utilitaire, mais quand même humaine. Puis, absolument, son dosage est quand même bon, justement, dans qu'est-ce qu'il met en tant que tel comme degré de glauque, mettons. Alors, voilà pour ma lecture en cours. Et sinon, j'ai reçu enfin ma dernière précommande de l'automne. Je vais vous la montrer avec mon chat passe à travers. Donc, ma dernière précommande de l'automne de chez Indigo. Et c'est le fameux livre dont je vous parlais, d'un auteur que j'aime beaucoup, que maintenant j'ai décidé de lire pas mal les nouvelles sorties. Et on parle de... Attention pour le bruit, je vais déballer tout ça. Ça n'a pas été facile. Il n'y en aura pas de facile comme on dit. Je vais donner ça à mon chat, sinon on en entend parler. Et j'ai donc parlé de le plus récent John Irving, qui est Queen Esther, qui se déroule dans l'univers de, et je pense en mode préquel, de Cider House Rules. Donc, l'œuvre de Dieu, la part du diable. Alors voilà pour le dernier John Irving. J'ai finalement aussi accès à sa version audio. Donc, j'ai hésité hier parce que j'ai juste accès sur Nextory. Et j'ai un nombre d'heures par mois que je m'octroie d'écoute, n'est-ce pas? Et là, en écoutant le M.W. Craven, ça me limitait un peu pour la suite, mais bon, on verra. Donc, Queen Esther, comme je disais, je vais juste le relire rapidement, voir qu'est-ce que ça dit. Ouais, dans le fond, on va suivre Esther Nacht, qui est née à Vienne en 1905. Et son père est mort à bord d'un bateau qui l'amenait de l'Autriche à Portland, Maine. Et des gens qui étaient antisémites ont assassiné sa mère à Portland. Et bon, elle va se retrouver à l'orphelinat de Saint Cloud. Donc, c'était l'orphelinat qui est dans l'œuvre de Dieu, la part du diable. Et elle va rester là un bon moment. Puis, étant donné comme ses origines, puis où est-ce qu'on est à l'époque, Dr. Large va trouver quand même que ça va être potentiellement, il se doute que ce ne sera pas nécessairement facile de trouver, dans le fond, une famille juive pour elle, pour l'accueillir et tout. Puis, après ça, dans le fond, il va finir par trouver une famille pour elle, puis cette famille-là va faire en sorte qu'elle va pouvoir assez s'épanouir pour essayer de retracer un peu son parcours, puis de d'où elle vient. Donc, c'est ce que je comprends. C'est que ce que je vous disais, c'est que ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est un John Irving qui fait 408 pages, ce qui est absolument pas typique d'un John Irving. Habituellement, c'est au moins 600-700 pages. Donc, bien contente de lire celui-là. Ça sera ma prochaine lecture après le M.W. Craven. Est-ce que ça va être dans ce vlog-ci ou dans le prochain? Je vais voir, mais c'est sûr que c'est dans un des deux parce que je m'étais dit que tous les livres que j'avais précommandés, habituellement, j'y recevais et je les lisais. Là, le seul qui fait exception, c'est que j'ai pas lu le nouveau Richard Osman. Et pourtant, ça me tentait, mais tu vois, j'ai même pas pensé hier d'apprendre celui-là. Donc, le nouveau Richard Osman et le John Irving, peut-être que ce seront mes 2 lectures de la semaine prochaine. Mais bon, donc, arrivée livresque, précommande, bien contente. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais commencer ma journée. Et je vous reviens quand j'ai des nouvelles au sujet du M.W. Craven, potentiellement. À tout de suite!
afin de poursuivre une amitié rare, jeter peu à peu à la mer tout ce qui les entraille et se donner une chance d'inventer un. Bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 6 novembre et ben, on se reprend rapidement, pause midi. Je suis en librairie aujourd'hui pour le boulot et j'ai débuté la lecture audio finalement du Family Journaling que je vous ai montré dans le segment précédent. Donc, je suis en plein Queen Esther de John Irving, son plus récent, et jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. On est vraiment dans un... Je dirais que c'est comme un tome compagnon de The Cider House, The Cider House Rules, donc l'œuvre de Dieu, la part du diable, parce que l'orphelinat de St. Cloud avec Dr. Larch et toute sa bande de joyeux lurons qui font la bonne chose dans une époque où on ne donnait pas beaucoup de choses aux femmes. Dans le fond, on va se retrouver impliqué dans l'histoire d'une famille qu'on va suivre, qui est la famille Winslow, qui est une famille un peu singulière, qui a des origines dans le Mayflower pour les États-Unis, donc les fondateurs, mais aussi qui a une partie de leur famille qui est en mode quelqu'un de la famille est un enfant adopté, puis à l'époque, les enfants adoptés, c'était pas ça. Puis en plus, en grandissant, cette famille-là va, ce couple-là va avoir des enfants. Pour s'occuper de leurs enfants, ils vont toujours prendre des gens, des jeunes filles qui sont orphelines et qui peuvent plus vraiment être adoptées, mais qui voudraient en fait avoir un gîte et un couvert en échange de quelques menus de travaux et un accès à la scolarité et tout ça. Et donc, ils sont déjà un peu singuliers. En plus, c'est une famille qui est pro-choix, à une époque où pro-choix, ça n'existait pas. Et on retourne encore dans un peu les classiques, je dirais, quand même, de John Irving. Donc, on va retourner dans une petite ville où il y a une école privée qui accueille des garçons et des filles avec des gens qui peuvent rester là overnight. Le papa de la famille Winslow est un enseignant de littérature dans cet institut-là. Donc, ses enfants ont la possibilité d'aller à l'institut parce qu'il est enseignant là. La maman est une bibliothécaire diplômée. Donc, c'est cool. Donc, c'est des gens qui sont quand même assez, déjà un petit peu en dehors des normes, un peu singuliers. Et lorsque leur dernier enfant, leur plus récent enfant naît, ils vont se dire, je vais adopter, on va faire venir encore quelqu'un pour nous aider. Puis en même temps, toutes les jeunes orphelines qui ont fait naître, c'était plus pour leur permettre d'avoir accès à une famille, à un endroit qui peuvent appeler maison, puis que vraiment faire partie d'un tout, puis en plus vraiment de miser sur le fait qu'ils aillent à l'école et tout. Donc c'est pas tant qu'ils voulaient pas nécessairement faire venir ces filles-là pour les abuser, en fait, dans tous les sens du terme malheureusement, parce qu'à l'époque c'était ça qui se passait, mais bien pour leur donner une opportunité, donc d'épanouissement, d'émancipation. Et ben là, dans le fond, ils vont se dire, OK, on va prendre encore des orphelines à l'endroit où ils allaient. Ils prenaient des orphelines en Allemagne. Bon, c'est un peu tout ça. Et finalement, ils vont se retourner parce que l'orphelinat avec lequel ils faisaient affaire habituellement avait fermé. Donc, ils vont se retourner vers St. Cloud, qui n'était pas leur premier choix a priori. Et ils vont rencontrer Esther, qui est une jeune fille qui est arrivée à l'orphelinat de St. Cloud avec un passé bien ancré en elle, bien lourd, qui est en lien avec, bon, c'est une Autrichienne d'origine juive et voilà. Et on va la voir avec son côté un peu déterminé parce qu'elle a maintenant 13-14 ans, à vraiment savoir ce qu'elle veut faire dans la vie, bien être fière de ses origines, puis aller justement à la rencontre de où elle vient, donc son pays, son origine et tout ça. Ce personnage-là, qui s'appelle Esther, me fait beaucoup penser à la Mélanie de L'œuvre de Dieu, la part du diable. Donc, il y a quand même des petits rapprochements. Mais c'est vraiment, on a l'impression que cette histoire-là peut se passer, comme c'est Nurse Angela, ça se passe pendant une grande partie de L'œuvre de Dieu, la part du diable, alors que... voyons, c'est-tu Owen Mini? C'est ça? Non. Homer Wells. Je me mélange entre les deux. Alors que Homer Wells vient de l'orphelinat, mais n'est plus à l'orphelinat et habite dans une cidrerie, un verger et tout ça pendant des années, alors que Dr. Larch essaie de se démener encore avec l'orphelinat. Donc, c'est comme si on a, en l'absence d'Homer Wells, qu'est-ce qui potentiellement a fait partie du quotidien de
d'orphelinat. Donc, est-ce que c'est quelque chose, quand je dis ton compagnon, est-ce qu'on peut le lire à part? Je pense que oui, mais c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de clins d'œil à l'œuvre de Dieu, la part du diable, puis c'est beaucoup plus savoureux si on l'a lu quand même. Évidemment, les personnages de l'œuvre de Dieu, la part du diable sont toujours aussi adorables et désarmants. Et ben voilà, puis la famille Winslow a l'air assez intéressante aussi. Donc, bien sûr qu'on est d'accord dans l'écriture, tout en circonvolution de John Irving, qui est évidemment pas un auteur qui se dit « Allez, lançons-nous dans l'action dès le début ». On finit toujours par ramasser John Irving en faisant comme ça, puis là, on revient un petit peu, puis on repart, on va un petit peu plus loin, puis on va élargir un petit peu, puis éventuellement, ça va faire du sens, mais si vous attendez à une histoire linéaire, c'est pas vraiment le style de John Irving. Donc, on retrouve encore une fois des classiques de John Irving. Pour le moment, je les perçois, clairement, mais ça me fait pas un effet aussi envahissant de trop de classiques de John Irving que dans son précédent, qui était The Last Chairlift, donc Les fantômes de l'hôtel Jérôme, je pense en français. Celui-là, c'était vraiment... On aurait vraiment dit qu'il avait pris des éléments tels quels, on dirait, dans tous ses romans, puis qu'il avait décidé d'en faire une histoire. Là, évidemment, je pense qu'il y en a quand même, là, parce qu'en plus, la jeune fille, Esther, qui vient, ses parents viennent de Vienne, Autriche, ben là, dans ça fait référence à l'hôtel New Hampshire, qui se ramasse justement là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il ne se réinventera pas cet auteur-là, là, il est rendu quand même à un âge avancé, mais j'ai l'impression que c'est mieux intégré, comme plus subtil, les emprunts qui sont là. Donc, bien hâte de voir la suite des choses. Alors, ben voilà, je vais juste vous faire un petit coucou, une petite mise à jour de tout ça. Donc, je me lance dans ça. Et mon objectif, c'est d'avoir terminé ce John Irving-là pour la fin du vlog. Donc, vous aurez eu 3 romans. Donc, voilà. Donc, ben, à bientôt! Et bonjour vous autres. Alors, on est toujours le jeudi 6 novembre. Et puis, bien, j'ai réalisé que je vous ai pris ce midi pour vous parler de ma nouvelle lecture en cours, qui est bien le Queen Esther de John Irving. Un livre que j'avance assez bien, finalement. J'ai lu 160 pages sur les 410 que ça fait, donc quand même. Mais je ne vous ai pas parlé de mon autre lecture d'avance parce que je l'ai comme terminée hier soir tard. Puis là, je m'étais dit que je vais vous en parler aujourd'hui. Puis là, quand je suis arrivée ce midi, je me suis dit, il me semblait que je voulais tourner quelque chose. Puis j'avais complètement oublié que c'était juste le retour sur ma seconde lecture, qui est le tome 3 de la série de Washington Poe de M.W. Craven. Donc, j'ai écouté le livre audio de Le Guérisseur, qui en anglais s'intitule The Collector. Non, je me mélange. Bref, Le Guérisseur de M.W. Craven, que j'ai écouté en version audio aux éditions Telem. Et c'était très prenant. J'ai bien aimé ça. C'était quand même très sordide, c'était très troublant. J'ai bien aimé retrouver les personnages, encore une fois. Je trouve que la dynamique entre l'inspecteur Poe et Tilly, donc la technicienne Tilly, est vraiment excellente. Là, je vous dirais que vers la fin de cette intrigue-là, il va y avoir vraiment un développement qui est en mode plus tension, thriller, danger un peu. Et ben, ça va mettre en scène certaines personnes aussi qui tournent autour. Donc, on parle vraiment de plus comme l'équipe élargie. Et ben, encore une fois, c'est vraiment la dimension du danger du métier de policier, mais aussi la dimension humaine dans tout ça. C'est toujours des personnages qui sont un peu atypiques, même au sein de l'équipe dans laquelle évoluent Washington Poe et Tilly. Et il y a quelque chose qui rend ça attachant dans le sens que c'est ça. Comme je vous dis, comme ils sont pas lisses, ça les rend plus humains, ça les rend plus crédibles. On a envie de les retrouver, on ressent plus leurs émotions, on veut leur bien malgré les circonstances. Et ben, c'était vraiment troublant, là. C'était quelque chose, celui-là. Ce qui est particulier, c'est que avant que je me rende au dernier quart, à peu près, donc où les choses s'accélèrent un peu, je trouvais quand même que cette intrigue-là, elle roulait rondement. Donc, je trouvais qu'elle allait quand même relativement efficacement, puis que je me souviens pas si dans les deux autres, j'ai eu ce feeling-là, pourtant, dans les deux premiers tomes. Pourtant, j'avais pas l'impression, mais j'avais l'impression dans le tome 3 que
on donnait de l'information au lecteur de façon assez régulière et assez pas assez peu subtile, là, parce que c'était quand même bien intégré, mais j'avais l'impression qu'on me donnait beaucoup d'infos, puis que dans le fond, il ne manquait pas tant de choses à comprendre. Bon, évidemment, ça se complexifie toujours là, sans trop vous donner de détails par rapport à vraiment la structure du récit, mais heureusement qu'il y a ça s'est complexifié, ça s'est enrichi, il y a des choses, notre point de vue en tant que lecteur s'est élargi, puis ça a fait en sorte que ben, ça nous a amené un peu ailleurs aussi dans l'intrigue. Mais j'avais quand même cette impression-là, fait que je sais pas si c'est juste une perception que j'ai eue ou si c'était comme ça dans les 2 premiers tomes, puis j'avais pas nécessairement cette clairvoyance-là par rapport à ça, ou que cette intrigue-là, peut-être que l'autrice a semé des indices, puis que cette fois-là, ça m'est apparu assez évident. Donc, s'il n'y avait pas eu les personnages auxquels je m'attache vraiment, puis le dernier quart, j'aurais peut-être eu un avis un peu plus tiède sur ce tome-là. Mais là, finalement, avec tout ce qui s'est passé, ça m'a. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Si la fin nous prend au trip, ben, c'est difficile. On oublie un peu des fois les moments qui sont plus moyens. Donc, j'ai aimé cette lecture-là. C'est sûr que je vais vouloir lire les autres tomes de M.W. Craven parce que je veux trop. Vraiment, Tilly, c'est dans mes personnages préférés. Washington Poe aussi, qui devient un personnage vraiment intéressant parce que plus approchable. C'est sûr que je veux voir qu'est-ce qui se passe. Cela dit, on dirait que j'avais l'impression que pour le tome 3, on était un peu dans la formule. Ben, la formule. Si tant est qu'il peut y avoir une formule qui englobe le côté vraiment imprévisible de Washington Poe et de Tilly, là. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? J'avais plus l'impression que je sentais la formule narrative que les autres fois. Mais en même temps, les événements étaient évidemment pas les mêmes. Le contexte n'était pas le même. On ne se rend pas du tout à la même place. Donc, c'est pas ce que j'appellerais une formule narrative. Mais j'ai comme eu quand même ce petit feeling-là. Fait que si jamais vous avez lu des M.W. Craven en français, les autres, je pense que je les avais écoutés en anglais. Fait que peut-être que c'est juste que là, je l'ai écouté en français puis ça m'est apparu plus clair. Pourtant, la traduction est pas. Ça m'a pas fatiguée, là. Donc, c'est un auteur britannique, je pense, M.W. Craven. Donc, ça m'a pas fatiguée. Donc, c'est pas que la traduction n'était pas adéquate. C'est juste que on dirait que j'ai eu plus conscience, justement, des moments où. Ben, en fait, de comment avancer l'action. Puis je me disais, comment ça se fait que les inspecteurs ne gardent pas plus d'informations pour eux autres? Parce que, bon, c'est sûr que c'est pas la technique non plus d'Agatha Christie où les inspecteurs gardent toute l'information pour eux autres, ou presque. Mais habituellement, il y a quand même une petite gêne, là, tu sais, on a quand même ce qui fait qu'on va nécessairement tirer des conclusions qui ne sont pas nécessairement les bonnes, ben c'est parce qu'habituellement, on n'a pas toutes les informations. Ou alors, j'ai tellement lu de romans policiers dans les dernières semaines que mon cerveau était en mode efficacité pour être en mode alerte puis résoudre les problèmes. Mais bon, enfin, bref. Donc, bien contente de l'avoir lu. J'en lirai d'autres, c'est certain. Donc, voilà ma recension que j'ai failli pas faire. Le pire, c'est que le truc que je fais, là, je l'ai écouté en livre audio puis je l'ai vécu ça en numérique. Puis habituellement, je l'avais aussi en numérique. Puis habituellement, ce que je fais, c'est que quand c'est des livres de bibliothèque, comme ça, virtuels, donc dématérialisés, je retourne pas virtuellement le livre tant que je n'ai pas fait pour vous la recension. Puis là, ben, tantôt, je suis allée voir, puis j'étais comme, ah, comment ça se fait que ce livre-là, il est là? J'ai failli le retourner, puis je suis comme, ah, mon Dieu, mais ce midi, je vous en ai pas parlé. Voilà, donc désolée. Alors, vous avez eu finalement ma nouvelle lecture avant de savoir que j'avais terminé l'ancienne. Alors voilà, bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Là, j'aurais pu avoir d'autres flashs soudainement qui m'arrivent. Puis que je vous reprends quand j'aurai terminé Queen Esther. Puis ce sera ma dernière recension du vlog. Alors, pour vrai, à tout de suite. Bonjour. Alors, on est le vendredi 7 novembre, court fin de journée. Journée de repos pour moi, mes petits yeux, parce que, ben, c'est ça. Repos forcé, migraine, vous êtes rendus habitués, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Donc, je vais peut-être pas non plus faire un long segment, parce que j'ai de la misère à... C'est ça.
mon cerveau a de la misère à fonctionner. Mais je voulais quand même vous dire que finalement, j'ai quand même oublié hier soir aussi de vous dire que j'avais eu l'opportunité de lire une nouveauté. Je ne sais pas si c'est si nouveau. Oui, une nouveauté qui est parue chez XYZ. C'est un roman graphique, je pense, définitivement. Donc, un roman graphique dans la collection qui est numéro 5 chez XYZ d'Eve Patnaud, qui avait déjà travaillé avec son cousin, qui est Simon Boulris, pour un autre livre un peu dans le même genre d'esthétique, parce que c'est elle qui fait des illustrations. Mais cette fois-ci, Eve Patnaud nous propose en solo Fleur de verre, publié, comme je vous disais, chez XYZ. Et c'est une histoire à la fois singulière, touchante, qui porte à, qui nous, voyons, j'ai de la misère à parler, qui nous incite, voilà, qui nous incite à nous poser des questions, à plonger à l'intérieur de nous. C'est l'histoire de Théa, qui est une jeune fille adolescente, je dirais, au début de l'adolescence, qui est très malade, qui est alitée depuis un très long moment. En fait, à tous les matins, elle se réveille fatiguée, puis on lui donne un médicament, puis elle continue à dormir toute la journée. Mais on est dans un univers un peu onirique, donc on est vraiment un peu dans ce que je peux concevoir comme soit un réalisme magique ou un univers où il y a des choses qui est comme maintenant, mais qu'il y a peut-être des choses plus technologiquement avancées qui sont possibles, quoique on n'est peut-être aussi pas au premier degré. Donc, ça donne un peu une idée. Bref, Théa est comme ça. Et il y a également une autre personne. C'est la personne qui nous narre l'histoire qui s'appelle Théa, mais qui n'est pas Théa. Donc, c'est une autre personne qui se définit comme un automate de souvenirs, donc qui est un automate qui a été modelé et configuré pour être exactement comme Théa et pour vivre des expériences pendant la journée pour Théa, donc comme si elle était Théa, et qui, à tous les soirs, va se brancher sur Théa avec un fil de connexion et transférer ces souvenirs-là qu'elle a créés dans la journée dans l'esprit de Théa pour que Théa puisse avoir une vie un peu moins ennuyante, entre guillemets, parce qu'elle ne peut pas vraiment faire grand-chose. Et on comprend que cette initiative-là, bien entendu, est venue des parents parce que, bon, c'est pas l'automate ne peut pas décider d'elle-même d'être conçue et tout. Donc, on va suivre à travers des illustrations toutes fines, toutes en demi-teinte pastel, mais avec le côté un peu, je dirais, mélancolique, un peu peut-être, avec un peu d'onirisme aussi. On va suivre, dans le fond, le cours des journées de Théa, la jeune fille malade et alitée, et de Théa, l'automate, qui doit vivre cette vie-là. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que Théa, l'automate, doit se rappeler de plus en plus souvent qu'elle n'est pas Théa. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle exécute des gestes, qu'elle vit, entre guillemets, des expériences au nom de Théa, en étant Théa, en mimant vraiment tous les gestes et les réactions potentielles que Théa aurait dans ces circonstances-là, elle finit par, comme, potentiellement, avoir de la misère à faire la différence entre les deux personnalités. Toutefois, elle est quand même consciente qu'elle n'est pas Théa. Puis en fait, elle est consciente, non seulement consciente, mais en plus, ça la dérange un peu finalement. On dirait qu'elle se sent comme mal à l'aise de toujours être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et puis, elle réalise que, bon, puis plus ça va, puis plus elle est fatiguée, on dirait, même si c'est un automate. Puis elle se dit, mais mon Dieu, est-ce que je suis en train de tomber malade et tout. Puis de l'autre côté, on a Théa, la jeune femme qui est malade et alitée, qui se réveille à tous les matins en disant qu'elle est fatiguée, en regardant par la fenêtre, en prenant un livre, mais en fait, d'une journée à l'autre, elle ne se souvient jamais d'où elle est rendue dans le livre et tout ça. Puis plus ça va, puis plus elle va même pas comme essayer de faire des choses. Puis comment, en fait, d'essayer de faire des choses, même elle va juste se lancer dans l'endormissement dès le matin. Et au moment de la connexion du soir, Théa, l'automate, va avoir de plus en plus de difficultés à percevoir le signal qui lui dit qu'elle peut, donc le sommeil profond là, de Théa, la jeune femme malade et alitée, donc qui lui permet de faire le transfert des souvenirs qu'elle a créés dans la journée dans l'esprit de la jeune Théa. Et il y a souvent des ratés, donc il y a des soirs où elle n'aura pas de transfert de données et tout. Puis pendant ce temps-là, Théa l'automate attend comme un peu. Les parents commencent à se poser des questions aussi. Et éventuellement,
on va comprendre qu'est-ce qui se passe, on va comprendre qu'est-ce qui fait que cette connexion-là, dans le fond, est pas, c'est comme si elle tombait pas dans un sommeil profond à chaque soir. Et une nuit, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que Théa, la jeune femme malade et alitée, va lire toute la nuit. Et donc, elle ne tombera pas dans un sommeil profond et il n'y aura vraiment pas de transfert de souvenirs. À partir de ce moment-là, les choses vont basculer et un lien va se tisser, un lien direct, même si Théa, l'automate, on lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit d'entrer en contact direct avec la jeune femme pour qui elle vit les journées et tout ça. Il va se passer une conversation entre elles deux. Et ça va être à la fois beau et surréaliste et touchant et ça nous fait réfléchir sur c'est quoi prendre soin de quelqu'un, c'est quoi être à l'écoute des besoins de l'autre, c'est quoi l'identité. Est-ce que l'identité est uniquement réservée aux humains? Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais lisez-le, c'est vraiment particulier. Ça m'a remué. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais l'univers visuel, clairement. Donc, vraiment, juste, ne serait-ce que pour les illustrations, F. Patnaud a réussi un sans faute. Pour l'histoire, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu... c'était un petit peu, des fois, pas aride, mais des fois, ça m'apparaissait un peu hermétique, mais c'est peut-être que mon cerveau essayait trop de comprendre. Je pense que si on l'aborde en essayant de se laisser porter, que c'est vraiment la narration de Théa le tomate qui nous raconte ça, qui nous raconte un peu son intériorité, même si techniquement, elle n'a pas vraiment d'émotion, mais elle nous décrit ça un peu d'une façon froide, parce que c'est comme ça qu'elle est. C'est ça qu'elle a comme choix, elle. Elle nous décrit cette situation-là. C'est vraiment intéressant que le point de vue qu'on ait, ce soit le point de vue de l'automate sur des humains. Puis ça amène vraiment une réflexion vraiment plus grande, évidemment. Tout ce qui est, même si on n'est vraiment pas dans l'intelligence artificielle, mais en même temps, ça évoque un peu ça. Je veux dire, l'automate, c'est vraiment un clone, une sosie exacte de la fameuse Théa, la jeune fille qui est alitée. Mais ça fait quand même, ça fait réfléchir. Donc, il y a des choses au second degré, il y a des concepts qui nous demandent de se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Est-ce que c'est toujours bien d'imposer, entre guillemets, ce qu'on pense être les besoins de l'autre? Bref, vraiment surprenant. Donc, je vous invite à le lire. C'est paru tout juste. C'est quand même un roman graphique assez long, je dirais, donc une centaine de pages. Mais ça vaut la peine de se laisser porter par à la fois l'univers visuel, puis cette espèce de narration-là qui est comme un peu feutrée, un peu dans le non-dit, même si techniquement, parce qu'évidemment, on est dans un automate, puis avec une automate, puis une jeune femme qui dort, en fait. Donc, il est un peu indirectement question de consentement. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, voilà, je vous répète, c'est Fleur de verre d'F. Patnaud, c'est chez Qui numéro 5, publié une collection de XYZ, donc nouveauté québécoise. Allez-y si ça vous dit. Moi, ça m'a vraiment... il m'en reste une impression encore, même le lendemain, puis je pense que plus ça va, plus ça passe, puis plus je me dis que potentiellement, c'est le genre de livre que j'aimerais avoir dans ma bibli, même si... Donc, c'est pour vous dire, allez-y, osez-le. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, ben ça va sans doute arriver très bientôt dans vos bibliothèques, donc privez-vous pas de cette opportunité-là de découverte. Alors voilà, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. C'est le maximum que je suis capable de donner. Je vais aller me reposer et puis ben, je vous reviens quand je peux. Bonsoir. Alors, on est toujours le samedi 8 novembre. Et comme vous pouvez voir, il est tard parce que je suis en mode éclairage artificiel 100%. Et je viens de terminer Queen Esther, donc de John Irving, tout fraîchement publié. Et je viens de terminer. Et voilà ma face. Je sais pas quoi penser de ça. Bon. Je m'étais dit que j'allais me réconcilier avec les nouvelles parutions de John Irving parce que je suis vraiment une grande fan de John Irving, mais dans les œuvres de son milieu de vie. Donc, plus principalement Le Monde selon Garp, Hôtel New Hampshire, L'épopée du buveur d'eau, L'œuvre de Dieu, la part du diable, Une prière pour Owen Mini, Une veuve de papier, mettons. Je n'oublie peut-être, mais il me semble que c'est ceux-là que vraiment qui m'ont marqué. Après ça, il en a fait paraître plusieurs, puis il s'en allait dans une autre dimension
qui semblait être un petit peu plus, pas spirituel, mais il y avait une autre dimension un peu qui allait moins me parler. Puis là, ben bon, je me suis relancée avec The Last Chairlift, le fantôme de l'hôtel Jérôme. C'était un peu laborieux pour moi, puis j'ai vraiment trouvé, comme je vous disais, que c'était un peu, là, ça va être dur ce que je vais dire, puis John Irving est un de mes auteurs quand même très précieux, qui a vraiment été précieux pour moi, en tout cas, au moins dans ma vingtaine, puis une partie de ma trentaine. Euh, mais on sent vraiment le recyclage des éléments, comme je vous disais. On le sent particulièrement dans le Last Chairlift, parce qu'on peut presque suivre, on dirait, les livres qui a comme un peu amalgamés ensemble pour créer une nouvelle histoire. Dans celui-ci, comme je vous dis, on le sent quand même. Au début, je vous disais que c'était quand même bien intégré. Là, plus ça va, puis plus c'est comme des clins d'œil, un peu comme s'il écrivait ça pour ses grands fans. Donc, c'est sûr que si on a lu l'œuvre de John Irving, au fur et à mesure, ces espèces de thématiques récurrentes, on va les reconnaître. Je vous dirais que ça fait quand même référence, comme il y a une partie qui va se passer à Vienne. Oui, j'avais dit Hôtel New Hampshire, mais aussi Le Monde selon Garf, parce qu'à un moment donné, il va aller avec sa mère à Vienne. Après ça, aussi, voyons, quel autre? L'épopée du buveur d'eau, en quelque sorte. Euh, il y a toujours les mêmes thématiques qui vont ressortir, vraiment la quête d'identité. Là, en fait, dans ces 5-6 derniers romans, il y a beaucoup de l'avant aussi la diversité. Ça, par contre, c'est positif, là, mais la diversité des familles, la diversité des couples. Donc, il y a souvent des personnages qui sont homosexuels, des familles homoparentales, puis, et tout ça dans une optique tout à fait sans en faire tout un plat. Donc ça, c'est une thématique aussi qui est quand même récurrente et qui est plus récente, disons, dans l'œuvre de John Irving. Mais sinon, on retrouve vraiment toujours le jeune homme qui veut devenir écrivain, dont la vie sexuelle est un peu atypique. Le personnage de la mère asexuelle ou de la mère qui n'est pas très maternelle, qui est un peu absente finalement, trop présente ou très absente. Le personnage des infirmières qui sont là pour prendre soin, mais qui sont un petit peu euh, sont dans l'empathie, mais pas dans la sympathie, ça c'est sûr. L'omniprésence. Pas l'omniprésence des femmes, quand même, ça c'est intéressant aussi qui est là. Ça a toujours fait partie de John Irving. Le côté, bon, justement, la dimension de les familles atypiques, les parents orphelins, euh, la, la relation à la guerre puis à la conscription. Euh, euh, tout ça, ça c'est là. Et c'est des éléments qu'on retrouve très fortement dans une prière pour Owen. C'est des éléments au niveau de l'écriture, en tout cas, de la personne qui veut devenir un écrivain, qu'on retrouve aussi dans une prière pour Owen, mais qu'on retrouve énormément dans Le Monde selon Garp, bien entendu, aussi dans Hôtel New Hampshire. Le côté, comme je vous disais, institution aussi, le monde de l'enseignement, les institutions privées, le côté de est-ce qu'on est vraiment, est-ce que on est défini par sa famille ou on peut exister en soi-même, par soi-même, malgré ou grâce à la famille qu'on a. Donc ça se retrouve là, puis quand je vous dis ça, ça a l'air d'être intéressant, mais ça se retrouve là, puis c'est juste que c'est semé, puis c'est tellement des choses qui sont connues que on les retrouve pas nécessairement avec réconfort parce qu'il y en a trop. S'il y avait quelques éléments qui revenaient, ça nous fait sourire. Mais là, il y en a tellement qu'on se dit, ben coudonc, tu sais, c'est bon, en fait. Bref. Donc ça, c'est un peu les éléments que j'ai trouvés là-dedans. Pour moi, c'est un roman qui est complètement inégal au niveau de la narration. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. C'est comme s'il avait voulu mettre trop de choses dans un roman en peu de pages. John Irving n'est pas habitué à faire des romans courts. Il est habitué justement, il nous habitue aux digressions comme style narratif. Mais là, on dirait qu'il a fait tellement de digressions, on dirait qu'il y a une problématique de priorité par rapport aux thématiques qui sont abordées. On a de la difficulté, on le comprend, le fil rouge, mais on dirait que ça se rattache avec du gros fil blanc justement vers la fin en se disant, bah ok, c'est vraiment là qu'il voulait aller. C'est un roman aussi, quand même, faut dire, qui met un accent très important sur l'identité juive de la fameuse Esther,
de je sais pas, je ferais pas dire son obsession, mais sa détermination obsessive presque à renouer avec ses racines juives. Et va s'en suivre, en fait, la vie d'Esther. Finalement, ça s'appelle Queen Esther, mais c'est presque comme une figure mythique. Bon, ça fait référence aussi à la reine Esther qui est justement dans les personnages bibliques, là, mais donc qui est là sans y être. Donc, finalement, au fur et à mesure du livre, elle va être là, elle va jouer un rôle important, indirectement, mais on va jamais en apprendre beaucoup sur sa vie et on va pas la suivre finalement après le premier tiers du livre. Elle va être là, mais elle sera plus au centre en tant que telle. On va pas en apprendre beaucoup plus sur qu'est-ce qu'elle fait. On va comprendre qu'elle se consacre à être ce qu'elle croit fondamentalement qu'elle est, c'est-à-dire une personne juive, et qu'elle semble se consacrer à des causes importantes pour elle par rapport justement aux Juifs. Et en raison du fait que c'est un des personnages quand même importants, même s'il n'est finalement pas tant à l'avant-plan, ça va aussi coïncider avec, pour nous autres, pour le lecteur, la trame narrative va suivre, oui, la période qui va entourer la guerre du Vietnam, donc d'où le côté justement, tout ce qui va être le côté comment éviter la conscription, n'est-ce pas? On est pas très loin d'une prière pour Owen là-dedans, je peux vous dire. Mais ça va également suivre par moments de façon très intense ou sinon par moments de façon très éloignée ou en prenant pour acquis qu'on sait tout ce qui se passe, l'histoire d'Israël et sa relation avec, en fait, les Israéliens versus les Palestiniens. C'est particulier dans le contexte actuel. C'est peut-être audacieux, voire peut-être risqué de la part de l'auteur. Ça devient que ça prend énormément de place, ça devient presque didactique vers la fin, ça devient presque une prise de position. On dirait qu'on perd l'attachement aux personnages principaux alors qu'on comprend que techniquement, ça devrait vraiment faire partie du tout parce que le fil rouge devrait être Queen Esther, puis on devrait techniquement s'attacher à tout ça, mais dans le fond, au bout du compte, on va plutôt vous le suivre comme une saga familiale à la, évidemment, John Irving. C'est qu'on va suivre finalement le fils de Esther. Je dirais pas, pas beaucoup plus que ça. C'est le fils de Esther, mais c'est pas son fils. En tout cas, bref, c'est son fils, mais lui, il la connaît pas vraiment comme sa mère au quotidien. Et on va suivre, dans le fond, James Winslow. J'ai un doute soudain. Hein. C'est James, mais c'est-tu Winslow? Oui. James Winslow, donc, qui va finalement évoluer au sein de cette fameuse famille-là un peu singulière là, qui décide d'adopter Esther et tout. Et qui va avoir lui-même un parcours de quête identitaire, qui va suivre des étapes qui ressemblent très fortement aux étapes que va suivre Garp dans Le Monde selon Garp pour son émancipation, à devenir écrivain, vouloir aller à l'étranger, sa relation justement au métier du sexe par rapport aux femmes, son implication dans une espèce de bande de personnes un peu singulières qui vont se ramasser ensemble et qui vont faire en sorte que ça va avoir un impact sur sa vie puis ça va rendre sa vie encore plus atypique. Donc, on va suivre vraiment son cheminement à lui. Mais c'est comme si tout ce qui se passe autour va faire tellement de bruit, donc les gens qui vont rencontrer, justement, les très, très, très nombreux clins d'œil à toutes les dynamiques qui sont récurrentes chez John Irving, ça va faire en sorte que ça va faire beaucoup de bruit et que son personnage à lui, sa quête à lui, va devenir vraiment secondaire, voire on va pas trop comprendre pourquoi c'est si nécessaire qu'on suive sa quête à lui, alors que techniquement, ça serait la quête de Queen Esther qu'on aurait peut-être potentiellement envie de suivre, étant donné l'importance que l'auteur a mise sur justement le fait d'être juif, puis l'histoire d'Israël et tout ça, puis son implication un peu indirecte, qu'on soit d'accord ou pas avec les points de vue qui sont mis de l'avant, mais je veux dire, juste... Donc, pendant la première moitié, j'ai souri des moments, j'ai souri au clin d'œil justement des éléments récurrents de l'œuvre de John Irving, en me disant ça va finir par arriver, c'est John Irving. Après ça, j'ai eu comme un espoir parce que vers, disons, le troisième quart,
Ça a été mon corps préféré. C'est ce qui se passe à Vienne. Puis là, on va vraiment retrouver le côté rocambolesque, inexplicable, à la limite du probable, mais en même temps vraiment savoureux de John Irving, avec les personnages qu'il va rencontrer là, le fameux James Winslow, des personnages plus vrais que nature, complètement déroutants, complètement éclatés, qui vont faire vraiment beaucoup justement changer l'accent, puis faire en sorte que la quête du personnage de James Winslow va comme avancer, toujours avec en arrière-fond l'espèce de repère, cette fameuse reine Esther-là, qui existe, mais qui n'est pas vraiment dans le portrait. Quasiment comme un messie. J'imagine que c'est un peu ça aussi la référence. Donc, cette partie-là, c'était ma préférée. Mais après ça, on tombe on tombe peut-être un peu dans le piège de vouloir être un peu systématique sur la vie complète de James Winslow. Et on va en arriver, comme il va devenir, il va franchir, sans trop vous divulgacher, des étapes de vie assez tôt dans sa vie. Ça aussi, c'est assez présent en relation avec le monde selon garde, où il va se mettre, lui, en couple. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas un parallèle, mais il va avoir des enfants assez jeunes et tout ça. Donc, on va retrouver un petit peu ce côté-là. Donc, on va avoir l'impression que pour aller au bout de sa vie, alors que dans le fond, vers la fin, entre guillemets, du livre, il y a peut-être 45 ans, quand il réalise enfin un peu de qui il est, puis c'est quoi sa quête, c'est quoi son identité. Là, en raison de ça, il va finir par faire un bout de chemin qui est un peu en phase avec son héritage génétique, on va dire, donc d'Esther. Et ça va le mener vraiment à un endroit où il va être en Israël. Puis c'est la partie qui va être la plus instable, le dosage didactique, prise de position, vouloir ramener des boucles à boucler. C'est la partie qui va être, à mon avis, la moins habile, peut-être la plus maladroite. Puis c'est dommage parce que on sent qu'il a voulu dire des choses, on sent que ça a voulu être justement un roman aussi qui dérange volontairement, mais la façon dont ça a été construit, ça s'est pas passé. Puis c'est dommage parce que j'ai vraiment préféré l'écriture de ce roman-là à The Last Sheriff. Justement, il a coupé, entre guillemets, dans le gras en disant il était un peu moins dans un roman long, mais je pense qu'il n'est pas fait pour faire des romans courts, sauf en même temps, l'épopée du Buffalo n'était pas si longue, mais on arrivait quand même à boucler la boucle. Dans celui-là, on dirait qu'il y avait une idée pour une gigabrique, puis que finalement, ça s'est soldé en un roman plus court. Puis, je pense pas que... de toute façon, je pense pas qu'il va nécessairement avoir d'autres livres, mais quoi qu'on peut pas savoir, mais il y a 83 ans, là, donc quand même, John Irving, il a fait un bon bout. Ah oui, j'ai oublié quand même, c'est quelque chose d'important, mais une des thématiques récurrentes qui revenait, évidemment, la lutte. Donc, le sport, en fait, là, la lutte, qui est aussi centrale pour John Irving, même lui-même dans sa vie personnelle. Bref, je sais pas quoi dire. Je sais pas si j'ai pas détesté ça, j'ai pas adoré ça. Il y a eu des moments où ça m'a fait me sentir bien de retrouver cet auteur-là. Il y a eu des moments où j'ai l'impression que je n'étais pas le public cible pour ça. Il y a eu des moments où j'ai l'impression que je n'étais pas assez compétente pour lire ça. Puis en même temps, il y a eu des beaux moments qui m'ont fait sourire. Donc, voilà, c'est ma recension de Queen Esther. Je peux pas faire vraiment mieux. Je pense pas que je peux tant intellectualiser plus que ça. C'est vraiment mon ressenti à chaud. Mais ça termine un peu mal un vlog, là, mais bon, c'est ça qui se passe avec ce livre-là. Alors voilà, donc ce sera ma dernière recension de ce vlog-ci. Si jamais vous pensez lire Queen Esther, j'espère que ça va pas trop vous décourager. En même temps, je me dis, si vous partez avec justement des attentes qui sont différentes, peut-être que justement, vous allez pas en profiter autrement. Moi, je pense que j'avais quand même des attentes élevées finalement parce qu'on a nommé Saint-Cloud avec le Dr. Larch. D'ailleurs, c'est mineur, là. L'allusion est là, mais c'est tout. On va pas passer beaucoup de temps à Saint-Cloud. Donc, si vous alliez vers ce livre-là en raison de Saint-Cloud, là, vous allez être déçus, là. Mais pour le restant, ça demeure du John Irving. Donc, en fait, bon, je vous invite à vous faire ma propre idée. Là, il est seulement sorti en anglais, il n'y a pas encore de traduction en français.
Si jamais vous l'avez déjà lu ou vous comptez le lire, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'en parliez en commentaire ou que vous m'écriviez en privé ou pire sur Insta. Parce que j'aimerais ça voir si j'aimerais ça me sentir moins seule avec mon ressenti. Mais bon, chacun le ressent comme il peut. Alors voilà, cette semaine-ci se termine ainsi. Et j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas, comme je vous disais tantôt, à vous manifester en commentaire. Si vous voulez me soutenir, un petit pouce en l'air. Maintenant, on peut aussi propulser la vidéo avec des applaudissements et tout ça. Si vous voulez le faire, ça serait bien apprécié aussi. Alors, mais sinon, en fait, le plus important, c'est j'espère que vous lisez en ce moment des choses intéressantes. Sinon, je vous souhaite que vous en lisiez tout bientôt, tout bientôt. Puis nous autres, tout ce qu'on a à se dire, c'est à la prochaine!